Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Depuis septembre 2018, nous explorons ici dans Kif Taras les questions raciales et la manière dont elles imprègnent l'espace public, mais aussi notre espace intime. Le racisme est une production socio-historique, mais ses conséquences ne se limitent pas à la sphère publique. Comme le disent de nombreuses féministes, le privé est politique. Et dans nos vies privées, on tombe amoureux et amoureuses. Et en 2019, les relations amoureuses restent majoritairement structurées autour du couple, en fait. Dans un pays multiculturel comme la France, vous imaginez bien que cela soulève des questions potentiellement très épineuses. Il paraît que notre pays est celui où ont lieu le plus grand nombre de mariages mixtes, donc mixtes français et étrangers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On va voir ça. Alors comme vous le savez, si vous nous avez déjà écoutés, nous sommes deux femmes hétérosexuelles et cisgenres. Du coup, on présente d'avance nos excuses à nos amis hommes et nos amis LGBTQIA parce qu'on va plutôt parler du couple hétéro du point de vue des femmes. Et ce Kif Taras fait partie du coup d'une nouvelle forme de Kif Taras qu'on aimerait avoir. C'est des Kif Taras sur les expériences personnelles on appelle ça entre nous, mais c'est parce qu'on est vraiment en famille, on va dire. Exactement. D'ailleurs, pour parler de vie de couple, on a décidé d'inviter une copine. Vous la connaissez puisqu'elle était venue discuter avec nous de nos parents. C'est notre amie Fatima Aït-Bounoua. Salut Fatima. Salut Fatima. Bonjour. Alors Fatima, tu es romancière, autrice notamment d'un recueil de nouvelles nommé La Honte. Oui. Tu es prof de français en reconversion. Exactement. Je suis des études en psychopathologie, voilà, depuis 2 ans. Et là, je vais faire un Master 2 en psychanalyse. Très bien, très bien, très bien. Tu es aussi chroniqueuse à la radio dans l'émission Les Grandes Gueules de RMC. C'est ça. Donc tu es un des éléments pondérés. On va dire. C'est pas trop dur d'être pondéré. Alors, comme nous, on te connaît déjà et tu es déjà venu dans Kif Taras, on t'a posé cette question, notre petit rituel, comment est-ce que tu te situes sur l'échiquier racial ? Et tu nous avais déjà répondu que tu ne te situes pas. Oui, j'aime l'image de l'ornithorynque. Voilà. Donc tu es toujours un ornithorynque, cette espèce de bestiole qui observe tout ça, qui remet en question les catégories, qui se retrouve nulle part. Mais je pense que nous sommes nombreux à nous sentir ornithorynques d'un point de vue, de tous les points de vue d'ailleurs. Alors, cher ornithorynque, chère Grace, pour commencer, j'aimerais vous lire ce tweet que j'ai vu apparaître dans mes mentions l'an dernier et qui, je dois vous l'avouer, m'a fait bien rire. Alors, c'était de la part de Fumbois de Normandie et son hâte, parce qu'on va quand même dire de qui il s'agit, c'est C-Benz, donc C-E-S-T Benz, B-E-N-S. Et donc, il disait « En vrai, je me dis que si un jour on découvre que Rokhaya Diallo est avec un blanc, ça va résonner comme un tremblement de terre dans le Black Twitter. Hein. Et c'est grave possible, hein. Il y a grave des femmes noires woke avec des blancs. Hein. Aïssa Maïga, for example. » Alors bon, on n'est pas là pour révéler des scoops, hein. Donc en tout cas, pour ce qui me concerne, ce ne sera pas le lieu de la révélation. Mais c'est vrai que c'est une question. Quand on est engagé comme antiraciste et on fait partie d'une minorité, est-ce qu'on se doit de former un couple avec une personne de la même catégorie raciale ? Est-ce que finalement le choix du couple, ça peut être un choix militant ? Je vous adresse la question et je l'ouvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question. Parce que là, on rit en entendant cette question, mais cette question, elle peut venir pour différentes... Enfin, elle ne veut pas dire toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on peut poser, c'est ce que je me disais, on peut poser par simple curiosité, un peu le côté voici. Mais qui donc peut être avec cette femme ? Voilà, on peut se demander. Le ton que tu as utilisé, c'est plus ou moins offensant. Parce qu'on peut la supporter. Non, mais c'est ça. On peut t'imaginer dans la vie, c'est-à-dire toujours en train de débattre. Quoi, du sel dans ce plat ? Le sel, c'est blanc. On peut t'imaginer comme ça. Ça peut être, alors après, plus sérieusement et d'un point de vue plus politique, ça peut être malveillant, effectivement, c'est-à-dire on veut trouver une preuve de ton incohérence. Donc l'idée derrière ça, c'est si tu es avec un blanc, ce n'est qu'un business, tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu es en train de demander à tout le monde une forme de suprématie noire, et puis toi, finalement, dans les actes, tu fais ta petite vie. Sauf que tu n'as jamais demandé une suprématie noire. J'allais préciser. C'est ça. Non, mais donc, ça veut dire que ce truc malveillant, il est malveillant, mais en partant d'un postulat faux, caricatural. Ensuite, là, ça peut être aussi par réflexe.
Mais ça, c'est plus pour les nouveaux venus de la télé. C'est-à-dire, en France, on a tellement l'habitude de voir des fils d'eux, des filles d'eux, des femmes d'eux, que lorsqu'on voit un nouveau visage, on se dit, attends, comment elle est arrivée là? C'est tellement entre soi, elle doit être la femme d'eux, donc qui est son mari dans ce sens-là? Et derrière, il y a quelque chose d'un peu sexiste. Quand il y a une femme, on se dit, elle n'est pas là pour ses compétences, elle est là parce que quelqu'un l'a cooptée ou l'a poussée. Et enfin, le dernier point, et moi, c'est celui qui, je pense, va nous intéresser ici. Il y a quelque chose de sincère, parce que là, ça nous a fait rire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la déception. C'est-à-dire que pour beaucoup, ceux qui se retrouvent en toi et qui ont trouvé une forme de dignité en toi, comme femme noire, par exemple, et même comme homme noir, ils se sentent représentés avec une de dignité. Nous sommes beaux, tu parles beaucoup d'estime de soi. Ils se disent, mince, celle qui disait l'homme noir est beau, si elle ne le choisit pas, ça veut dire que c'est simplement des discours et que dans sa vie, elle ne le prend pas en compte. Donc il y a quelque chose aussi où ça dit quelque chose sur les personnes qui se posent la question. C'est-à-dire c'est pas forcément malveillant, ça peut être une déception de cet ordre-là parce que ça arrive après beaucoup d'humiliation. Donc cette question qui a l'air amusante, derrière cette question-là, il y a énormément de strates, on va dire. Moi je pense que tu as dit plein de trucs hyper intéressants, Fatima, mais par rapport le dernier truc que tu as soulevé, le fait que nos choix personnels, intimes, puissent avoir un effet et des conséquences sur qui on est publiquement, ou en tout cas ce qu'on représente, ça me pose un vrai souci. Parce que, imaginons si on découvre que Rokhaya Diallo, son plat préféré, c'est par exemple les nouilles sautées, tu vois. non mais tu vois, est-ce que ça va faire... Est-ce que Twitter va trembler parce que... T'es en train de dire qu'elle est avec une personne asiatique? Peut-être un message. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que en quoi est-ce que... Elle peut dire oui, l'héritage sénégalais, c'est super, c'est quelque chose dont je suis fière, mais si... Au niveau des saveurs, elle préfère les nems, tu vois, elle a le droit. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas... Ouais, pardon. Non mais parce que ça arrive après des blessures. Moi j'ai le souvenir d'élèves avec qui je discutais, c'était des quatrièmes, un petit groupe de filles noires toutes et qui restaient à la récréation parce qu'on discutait. J'aimais bien discuter avec elles aussi. Et une fois, et je me souviens très bien, elles m'ont dit, madame, pourquoi les footballeurs noirs sont tous avec des blanches? Est-ce que ça veut dire que on n'est pas assez bien? Ça veut dire que quand ils ont le choix, ils préfèrent être avec des blanches. Et ça les blessait. Elles n'étaient plus dans des questions simplement elles étaient dans la question de qu'est-ce qu'on vaut, en fin de compte, de cette valeur. Et donc, elles regardaient les personnes qu'elles admiraient, parce qu'elles les aimaient, ces footballeurs-là. Et donc, il y avait une forme de vexation. Et donc, derrière cette question à Rokhaya, il y a ça aussi. C'est plus à la personne qui a une... Pardon, excuse-moi, je t'interromps, Fatima. Mais là, la question, elle se pose plus par rapport à une forme de visibilité publique qui est effectivement incarnée pour les personnes noires, mais pas seulement, pour beaucoup de personnes d'origine maghrébine, par l'idée de l'ascension sociale, qui est, enfin, on va parler après, mais qui est associée forcément à un couple, au fait d'être en couple avec une personne qui est issue du groupe dominant, mais aussi dans les options que tu proposais en termes de possibilités d'interprétation du choix que je peux faire. Il y a aussi je trouve qu'il y a d'autres lectures, c'est-à-dire que les lectures qui peuvent... Enfin, moi, je ressens aussi, parce qu'en plus, souvent, on me pose la question, est-ce que ton mec est noir ou blanc? Bon, c'est comme s'il y avait que des noirs et des blancs. Enfin, je veux dire, non, mais il y a des gens qui sont pas noirs, qui sont pas blancs, et enfin, voilà, quoi. Et dans ce que je viens de dire, il n'y a aucune révélation. C'est super important pour les gens de savoir ce que toi... Exactement, mais comme si ça... Moi, j'ai accepté cette émission juste parce que je pensais qu'il y aurait une révélation. Je vous le dis. On donnera une petite enveloppe à la fin. En mode closer. Mais tu vois, moi, ce que je ressens, c'est-à-dire que ça, c'est les questions qui sont posées par les personnes qui sont elles-mêmes, par exemple, noires, et qui peuvent s'identifier à ce que je peux vivre. Mais pour les personnes qui sont en position de domination, il y a une autre interprétation, c'est-à-dire que si je suis avec une personne noire, je suis communautariste, et donc je confirme mon espèce de repli sur moi, et donc toute l'idée selon laquelle j'aimerais pas les blancs et que voilà, je ne veux vivre que dans un entre-soi. Et d'une certaine manière, je pense que la société attend d'une femme comme moi qu'elle soit en couple avec quelqu'un de blanc. Parce que je suis socialement dans une classe où la majorité des gens sont blancs et d'une certaine manière, on n'est pas beaucoup. Et donc, on attend à ce que tu te fondes dans la masse, tu vois. Oui, mais c'est aussi... Ça, c'est en France. Oui, c'est-à-dire parce qu'en France, on a mis le métissage comme étant la réponse à tout.
Tout. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, d'un côté, donc il y a eu un moment, ce côté où soit on accepte le métissage, soit on est raciste. Ou dans l'autre sens, si tu es dans un truc de métissage, tu es un traître. Mais c'est complètement binaire et stupide comme lecture dans un sens, soit pour valoriser ou dévaloriser le métissage, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la question du choix du couple et des déterminismes, parce qu'il y a la question sociale qui est derrière, parce qu'il y a des questions et même, il y a des questions de goût, comment sont nos goûts, des questions de choix, des questions de confort, des questions et même en ayant conscience des déterminismes, on ne peut pas complètement les déconstruire. Mais en vérité, je pense que sociologiquement, les gens ont raison. C'est-à-dire que la plupart des femmes qui sont, comme moi, minoritaires, qui sont dans un milieu majoritairement blanc, en fait, je pense qu'elles sont dans un nombre de cas très important avec des conjoints blancs. Je pense que c'est pas complètement irrationnel de supposer ça parce que c'est quelque chose qui, du simple fait des gens qui nous entourent. Et c'est pas un problème. Le problème, c'est lorsqu'on prête à quelqu'un de blanc certaines qualités ou certains défauts uniquement parce que, c'est-à-dire se dire, je vais, comme voilà, une petite qui m'avait dit, moi je ne serai jamais avec un noir, elle était noire elle-même, parce que les noirs sont méchants avec leurs femmes, alors que les blancs en prennent soin. Donc il y avait ce cliché-là qui est terrible. Donc c'est comment faire un choix éclairé et libre dans une société elle-même façonnée par des stéréotypes. Exactement. C'est vraiment ça la question. Et qui nous pousse dans une direction, en fait, aussi. Parce que moi, en tant que femme issue d'une communauté, donc racisée en France, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes. Enfin, les gens attendaient des choses de moi. Je me rappelle très tôt, quand il y avait dans la classe, par exemple, un autre asiatique et c'était un homme, les gens nous regardaient bizarrement, tu sais, genre, si c'était pas mon frère, ça pouvait être mon mec, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon seul, tu vois, c'est genre, ah, mais vous êtes deux dans la classe, donc forcément, vous allez pouvoir... une option, en fait, sur une classe de... Donc, en fait, ils te regardent, genre, ah ouais, c'est bon, vous allez vous mettre ensemble, parce que de toute façon, vous êtes tous les deux asiates, donc voilà, ça y est, c'est écrit. Donc, il y avait vraiment cette idée que soit tu corresponds à ce que les gens attendent de toi, c'est-à-dire que vous restez entre vous, hein, et des fois, tu peux rejeter ça en te disant, non, mais moi, je vais pas rester, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose, parce que justement, je rejette cette attente sociale, familiale, tout ce que tu veux, que les gens peuvent projeter sur toi. Et donc, du coup, ça joue vachement dans ensuite ta vie sentimentale, puisque tu vas essayer de jongler avec vraiment ce que tu ressens, la connexion humaine que tu peux ressentir avec quelqu'un, et en même temps, tout ce que ça peut représenter comme là, aujourd'hui, on parle vachement de genre des power couples. Tu vois, les gens qui sont en couple. Ça, c'est nouveau, voilà, et dont le couple constitue, l'image du couple constitue une arme de plus à leur arc pour surmonter tous les obstacles de la vie, là. Et dans ce truc de power couple, tu vois, les gens beaux sont avec des gens beaux, parce qu'il y a ça, les gens beaux sont avec des gens beaux. Des fois, quand t'as une fille canon et t'as un mec pas beau, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il a réussi à la pécho, tu vois, ou bien c'est plus l'inverse qui questionne généralement. Un mec beau avec une fille qui est considérée beau selon les canons dominants, avec une fille qui est considérée comme moins belle, là, ça pose beaucoup plus de questions que l'inverse, quoi. Parce qu'on a toujours eu, de manière très sexiste, l'image d'un homme riche, c'est ça, qui peut obtenir ce qu'il veut comme faveur auprès genre des Donald femmes. Trump, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Plutôt qu'une femme, une femme belle, tu te dis qu'elle va aller forcément avec le mec le plus riche. Tu vois, c'est ça. Alors qu'un mec beau, a priori, il va pas aller avec une femme pas belle. Enfin, pas belle toujours selon des canons qui sont forgés. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que cette interrogation, elle se pose plus dans ce sens-là. Et dans ce que tu dis aussi, parce que tu as dit, il y avait cette attente et que finalement, par réaction, tu voulais être contre, mais le problème c'est que lorsqu'on fait contre, on fait toujours par rapport. C'est-à-dire que c'est pas une libération d'être contre, de se dire voilà, tout le monde attend de moi que je dois être avec un asiatique, je refuse, donc je refuse l'homme asiatique. Mais finalement, tu fais une vie qui te ressemble pas non plus, parce que on se définit encore, même si c'est par opposition, par rapport à... Et la vraie libération, c'est au moment où on se reconnecte à soi et on va au-delà des apparences. C'est un peu bateau de dire ça, mais il y a un moment où, par exemple, quand on s'arrête, si on a un noir, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'entre le jeune homme noir qui a grandi à Poitiers, qui a fréquenté que des écoles. C'est ma ville, c'est la ville de référence. Vous ne connaissez pas, c'est la ville, c'est le future place. C'est le futur Paris, c'est the place. Donc entre un jeune homme qui a grandi à Poitiers et qu'on va appeler maintenant peut-être un bounty, parce qu'on va dire tiens, c'est noir d'apparence à l'intérieur blanc, mais je trouve ça ridicule aussi cette dénomination. Mais en tout cas, par ses références culturelles, par tous ses réflexes, il va ressembler à une jeune femme asiatique
d'origine, mais qui a grandi à Poitiers aussi, ils vont plus se ressembler que ce même jeune homme noir avec une jeune femme qui a grandi au Mali et qui physiquement va lui ressembler. C'est-à-dire que nous, dans ces générations-là où il y a plein d'origines différentes, des endroits où on grandit, une culture qui nous façonne, ça finit par être... nous, ce qu'on va voir du couple est complètement à côté de la plaque. On va dire, ils ne se ressemblent pas du tout, alors qu'en profondeur, ils se ressemblent totalement. C'est pour ça que la notion de couple mixte est complètement aujourd'hui arriérée. Parce que, en fait, quand on a un couple mixte, ça veut dire, en fait, c'est racialement mixte. Oui, parce que quand tu dis un couple mixte, c'est une femme arabe avec un homme noir, un homme blanc avec une femme asiatique. Alors que s'ils ont grandi tous les deux à Aubervilliers, par exemple, revenir, ils peuvent être très proches. C'est une expérience très singulière. C'est-à-dire que si moi, j'étais en couple avec Rokhaya, par exemple, en tant que femme née en France. Bah oui, d'origine de parents immigrés, grandi à Paris, c'est vrai qu'on aurait des pas mixtes. Enfin, je veux dire, on a la même références culturelles, les mêmes références. De la même génération. Voilà, tout serait pareil. Sauf que physiquement, on serait mixte. Oui. Ouais, c'est alors ça. que si j'étais avec un Chinois de Chine, il y aurait plus de physiquement, on serait un couple homogène, mais tout nous séparait au niveau de l'éducation, de notre développement personnel. Donc cette notion de couple mixte, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, puisqu'on peut pas dire en fonction du faciès des gens quelle est leur identité. Mais en même temps, moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Fatima, parce que je suis pas sûre d'être complètement d'accord par rapport au fait qu'on est libre. C'est-à-dire qu'on peut se poser comme intellectuellement comme libre, mais en vérité, je pense qu'on est complètement soumis à des pesanteurs, ne serait-ce que l'idée du prince charmant. Enfin, tous les trucs dont on doit se départir, auxquels on est exposé de manière continuelle à travers tous les idéaux, les hommes idéaux déjà, enfin, on est soumis à la norme hétérosexuelle, tu vois, qui est vraiment la norme dominante, qui est perpétuée dans toutes les productions artistiques. Et puis après, c'est un type d'homme qu'on va rechercher, voilà. Et donc, il y a ça. Et après, par rapport à enfin, il y a une similarité culturelle qui n'est pas liée en fait aux origines ethniques, mais en même temps, il y a une communauté d'expériences qu'on peut rechercher à travers un couple. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre en fait que dans un couple, tu te dises, toute la journée, je me prends des trucs racistes et tout. Quand je rentre le soir chez moi, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec quelqu'un à qui je dois tout expliquer. Tu vois, parce que il comprend pas mon expérience raciale et que du coup, il doute parce qu'il sait pas, etc. Et du coup, c'est relou en fait. Et tu te dis que cette charge-là, t'as pas forcément envie de la porter à l'intérieur de ton intimité. Mais justement, parce que je suis d'accord avec toi, pour libre, on devrait même dire un mouvement libératoire constant. C'est-à-dire le fait de s'interroger et de se dire, tiens, si je suis attirée par telle personne, pourquoi ? Et de se poser la question. Exactement. Donc pour moi, la liberté, c'est ça. C'est plus quelque chose en mouvement et puis en continuité. Et pour ce que tu dis, effectivement, le côté reposant, on peut trouver le fait de savoir qu'on choisit pour cette raison et non pas à cause de la phrase « qu'est-ce que vont penser mes parents, qu'est-ce que vont penser les voisins ?» mais parce que moi-même, j'ai compris que je recherchais, que je luttais à l'extérieur et j'avais besoin de me sentir fort dans mon couple et que j'étais fatiguée. Il y a des personnes, par exemple, pour des expériences religieuses, qui se disent « moi, j'ai envie d'un couple, je suis chrétienne, je veux choisir un chrétien, ou je suis musulmane, je veux choisir un musulman, parce que j'ai envie d'un couple qui me rapproche de Dieu. J'ai pas envie de choisir quelqu'un qui va me demander de me justifier, et si ma foi est vacillante, je sais que c'est épuisant. Donc ces personnes-là vont rechercher quelqu'un de musulman, non pas par communautarisme, mais parce que à ce moment-là de leur existence, l'épanouissement passe par là. Là, tu vois bien que c'est un mouvement, que ça n'a rien à voir avec le truc. Qu'est-ce que va dire les voisins ? Mais même si tu recherches quelqu'un de ta culture, des points communs. Si tu quelqu'un de ta culture par volonté communautaire, je vois pas ce qu'il y a de mal, quoi. Volonté de si t'es musulman, t'as envie d'être avec un musulman parce que juste t'as envie de faire le ramadan avec la personne, t'as pas envie de te prendre la tête sur tes enfants, ou sur les enfants, et que t'as envie d'être avec quelqu'un qui partage ta foi, parce que tu vois que si t'es avec quelqu'un qui ne croit pas, enfin, moi j'ai pas de position sur ça. Mais j'imagine quelqu'un qui est très très croyant et qui se retrouve avec quelqu'un qui ne croit pas en la même chose que lui. Enfin, quand tu es croyant, ton monde il est quand même structuré autour de ta croyance. Ça donne le film. But I think that for marriage, it can be nice to be with somebody of your own race. The advantage is that you get to go home and be racist together. You get to say whatever you like. You don't gotta explain shit. My husband, half Filipino, half Japanese. I'm half Chinese and half Vietnamese. And we spend 100% of our time shitting on Korean people.
amazing. Bon, bah, j'adore Ali Wong. Ça fait plusieurs fois que j'utilise des extraits de son spectacle parce que pour moi, ça a été une espèce de révolution dans la sphère culturelle parce qu'elle a vraiment essayé de péter les stéréotypes avec un personnage extravagant qui est complètement déluré. Donc là, elle explique qu'elle était avec un homme asiatique. Et que donc la partie qu'on n'a pas avant, mais qui est très intéressante, c'est qu'elle dit qu'une femme comme elle, avec des opinions et des lunettes rouges, parce qu'elle a un style très marqué, elle dit « On attend de moi que je sois avec un homme blanc ». Et elle explique qu'il y a certains quartiers de New York que c'est devenu je cite, des usines à Yoko Ono, ce qu'elle appelle. Donc ça veut dire, en fait, Yoko Ono est avec John Lennon, donc c'était vraiment la femme asiatique avec l'homme blanc, et c'est un schéma qu'on voit énormément. Donc moi, quand je marche dans la rue, je vois très souvent des femmes asiatiques avec un homme blanc. Alors c'est des femmes asiatiques qui peuvent être françaises, donc qui sont nées ici, seconde génération, ou des femmes asiatiques primo-arrivantes qui sont chinoises, de toutes les nationalités d'Asie, avec des hommes blancs. C'est vraiment le couple pour moi que je remarque le plus, notamment parce que je suis d'origine asiatique. Et j'ai lu dans la presse américaine que c'était le couple le plus hype en ce moment aux États-Unis. C'est donc une femme asiatique. Michel Houellebecq aussi, je crois qu'il vient de se marier avec un asiatique. Mon Dieu, ouais. Alors, c'est moins cool, mais... Ou bien aussi, comment il s'appelle, Yann Moix, voilà, c'est aussi... Ah, quelle horreur. Est-ce qu'on a prononcé ce nom vraiment ici? Voilà, c'est ça. Et alors, oui, le couple le plus hype en ce moment aux États-Unis, c'est la femme asiatique avec un homme de confession juive. Type Mark Zuckerberg, Priscilla Chan. Tu vois, c'est vraiment le power couple, on parlait de power couple, le plus en vogue apparemment. Donc, et donc c'est vraiment ça la question de est-ce que tu fais un choix parce que tu aimes cet homme ou cette femme, voilà, parce que, ou est-ce que cette mode... Non, je l'avais les sourcils parce que je pensais à Michel Houellebecq. Je me dis, ta question, elle prend tout autre sens. Ouais. Non, mais c'est cohérent, Michel Houellebecq, par rapport à tout ce qu'il a écrit quand on a lu Plateforme et les représentations enfin, voilà. Non, mais il n'est pas tout seul dans son couple. Oui, elle, pourquoi? Oui, c'est ça. Il y a une personne quand même en face. Je pense, peut-être... oui, Invitez-la, il faut lui demander. Il faut lui poser la question. Non, mais après, c'est ça. Donc moi, par exemple, dans ce schéma-là, je me dis, est-ce que on a toutes fait des choix éclairés quant au couple parce que justement... Mais est-ce qu'on fait un choix éclairé? Est-ce que ça arrive? Parce que là, lorsque je t'entends, je me mets à la place d'une jeune femme qui écoute, une auditrice, et qui est en couple, justement, dans ce type de couple. Ouais. Et elle peut entendre ça comme la remise en question de son amour. C'est-à-dire que le problème, c'est quand après, tu es dans un couple comme ça, je vois autour de moi, par exemple, même jeune femme maghrébine avec un homme français sans aucune origine, même si elle est française d'origine maghrébine, il y a le regard suspicieux, comme, voilà, tiens, est-ce que... Surtout quand elle est au Maroc, d'ailleurs, le regard, tiens, elle a trouvé quelqu'un pour ses papiers, alors qu'elle les avait déjà, ouais. Ou l'image de la michetonneuse, de la starfuckeuse, de tout ce que vous voulez, alors que eux, c'est une histoire d'amour, et à ce moment-là, leur histoire d'amour est un peu salie par ce regard-là qu'on a, et c'est douloureux à vivre aussi. Et de la même manière, quand on commence, à quel moment on s'arrête? Parce que par exemple, pour les Maghrébins, on va se dire le côté reposant. On dit, ah bah tiens, entre arabes. À chaque fois, ça me fait penser à l'histoire, à l'humoriste, le conte de Boudherbala. Il dit, alors les sites communautaires pour arabes, c'est comme si tu as des problèmes et tu veux encore des problèmes. Donc lui, c'est horrible. Bon, comme comme c'est lui-même d'origine maghrébine, on comprend que c'est du second degré. Mais lorsqu'on regarde les caricatures actuelles sur le couple, notamment les jeunes humoristes, ils vont jusqu'à montrer voilà, la femme marocaine, la femme algérienne, la femme tunisienne. Et c'est terrible, parce que l'image qu'ils ont des femmes marocaines, regardez tous les sketchs, c'est la nana énervée et sans culture la plupart du temps. Et par contraste, ils vont être la femme française, comme si on ne pouvait pas être française d'origine, mais bon. La femme française blanche dans la caricature, où là, c'est la compréhension, c'est la culture. Et ça, je trouve ça terrible. Il est temps qu'on sorte de ça. Parce qu'on peut très bien... moi, vraiment, personnellement, je trouve ça terrible lorsque je raconte une histoire à mes enfants ou je leur lis un livre, d'avoir quelqu'un qui me dit « Tu veux jouer à la blanche ?» Comme si le fait de raconter une histoire à ses enfants ou d'être douce, c'était...
c'était l'apanage de quelqu'un, en tout cas, qui n'aurait pas ma tête. Donc c'est aussi, des fois, on s'enferme nous-mêmes, parce que c'est pas des personnes blanches qui vont me dire ça. C'est des personnes maghrébines. Non, mais tu vois. Ce serait drôle. Tu veux copier sur nous? Stop l'appropriation culturelle. Non, c'est des maghrébins. Et je trouve ça vraiment triste que parfois, et inversement, parce que là, c'est sur la femme, mais des filles maghrébines qui vont se dire non, pas avec un arabe, parce que les arabes ne sont pas romantiques, les arabes sont des grosses brutes. Et je me dis, mais attendez, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à des mecs maghrébins, parce qu'il va y avoir des gentlemen, des mecs qui sont tout à fait, qui ont une curiosité intellectuelle, qui ont fait des études. C'est-à-dire, j'ai l'impression que nous aussi, on est restés coincés dans les années 80 avec des caricatures. Et il est temps de sortir de ça. Tu as prononcé le mot douloureux tout à l'heure en disant que des personnes qui étaient en couple avec une personne d'une autre couleur, ça pouvait être douloureux pour eux de voir leur couple remis en cause par cette comparaison. Mais en vrai, quand tu es en couple, quand tu es une personne racisée, quand est-ce que c'est pas douloureux d'être confronté à la vie? C'est-à-dire que... c'est-à-dire que là, on parle du couple en particulier. Je crois qu'elle va s'allonger. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que non, mais la douleur, il y en a à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu es avec un homme asiatique, enfin, pour mon cas, on va te dire, ouais, vous restez entre vous, de toute façon, vous n'êtes pas très ouvert d'esprit, vous mangez des nouilles et des raviolis. Ok, c'est super. C'est que moi, j'adore les nouilles et les raviolis, mais le fait qu'on puisse penser ça de moi, ça peut être douloureux dans le sens où on projette sur moi quelque chose parce que je suis en couple avec quelqu'un. Ou de la même manière, si j'étais avec un homme blanc ou autre, on me dirait ah bah oui, non mais t'as fait ça parce que tout le monde fait ça. Donc t'as pas de personnalité. Ou alors on suppose, par exemple, quand on est un personnage un peu public, on va nous dire, moi j'ai eu une fois sur Twitter un tweet où la personne affirmait, j'ai lu plusieurs fois, de toute façon, elle est avec un juif. Alors, donc, déjà, j'allais répondre pour répondre, rétablir la vérité. Après, je me suis dit, mais tu vas pas te défendre Fatima, de ça, quoi. Tu ne vas pas dire non, c'est faux. Parce que c'est comme si tu réponds non, c'est faux, c'est comme si on te disait quelque chose d'offensant ou... Donc, j'ai pas répondu du tout. Ça sert à rien. Ouais. Mais je me suis dit, mais quel est la... Pourquoi? Mais c'est des soupçons, en fait. Ouais. Non, mais je pense que pour une femme, c'est très sexiste. C'est-à-dire forcément, si t'es en position de pouvoir, c'est que forcément, il y a une figure masculine de pouvoir qui est derrière toi. Donc, on imagine soit un blanc, soit pour les complotistes, etc., les antisémites, ils imaginent forcément le juif, puisque c'est la figure du pouvoir, en plus obscur et tout ça. Donc, forcément... Et qui t'influence, parce que comme t'es une femme, t'es un peu fragile. Tu vois, et donc ton conjoint va forcément primer, enfin la pensée de ton conjoint va forcément primer sur la tienne. Exactement. Et du coup, mais moi ce que je trouve, enfin pour contrebalancer un peu ce que j'ai dit par rapport au caractère opposant, il y a aussi, je trouve que parfois dans les couples, quand tu es en couple avec une personne qui a la même religion que toi, enfin quand tu es dans une religion minoritaire ou la même, origine culturelle que toi, je trouve que parfois il y a une pression qui est plus grande. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui sont issus de ta communauté, entre guillemets, culturelle, ils ont peut-être des attentes vis-à-vis de toi qu'ils n'auraient pas vis-à-vis d'une femme blanche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, par rapport notamment à ta pratique religieuse, par rapport à ton respect d'un certain nombre de traditions, ils vont peut-être faire preuve d'une plus grande sévérité à te juger par rapport à certains comportements. Et du coup, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, beaucoup entendu, et moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, on a l'impression qu'en fait, les hommes... noirs ou d'origine maghrébine, j'ai pas forcément entendu la même chose sur les hommes d'origine asiatique, mais tu me diras ce que t'en penses. Et c'est une généralité, j'en ai totalement conscience. Mais ils sont beaucoup plus gentils avec leurs meufs quand elles sont blanches, tu vois. Ils sont beaucoup plus doux, parce que c'est encore le préjugé de la femme qui serait la quintessence de la fragilité féminine, et du coup, avec laquelle peut-être tu aurais plus d'égards, parce que, je sais pas si c'est parce que t'as l'impression qu'elle comprendrait pas ce qui correspond à ta culture d'origine, ou si c'est simplement l'image de la femme à protéger, à préserver, etc. Parce que l'attente est moins grande. C'est-à-dire que tout est du bénéfice. C'est un peu comme si tout ce qu'elle va faire dans le sens, par exemple, maîtriser la langue, voilà, elle va se mettre à apprendre l'arabe, même si elle parle et un peu mal. Ben c'est du positif mignon. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle parle. Donc elle fait des efforts, elle vient vers moi. Alors que s'il est avec une arabe et il s'attend à ce qu'elle parle arabe et elle parle mal, il va se dire mais attends, c'est quoi ce Canada Dry? Je suis avec une arabe, elle parle pas arabe. Alors que si en plus tu parles mieux que l'autre. Alors qu'en plus s'il choisit, parce que des fois on choisit, comment dire, dans le choix du couple, parfois on choisit pour qu'il comble ce qui nous manque. C'est-à-dire on se dit tiens moi j'ai envie de transmettre la tradition et puis des choses au niveau culinaire, au niveau de la langue. Je me dis, tiens, je ne veux pas que cette histoire meure.
et je veux choisir mon couple, comme ça je pourrais transmettre à mes enfants. Donc on choisit quelqu'un parce qu'on se sent pas capable de le faire seul, et puis on s'attend à ce qu'il arrive à le faire. Et si la personne, on choisit cette femme maghrébine en se disant elle va faire un couscous, on va pouvoir transmettre des saveurs, et puis elle arrive avec un plat Picard, il y a une forme de déception parce qu'on attendait beaucoup. Alors que si tu choisis quelqu'un qui est pas du tout de cette culture-là, et même si un couscous, voilà, même s'il est pas bon, waouh, elle a essayé. Parce qu'on n'est pas au même endroit dans l'attente, vous voyez. Et je pense aussi que quand on parle d'ascension sociale dans une société multiculturelle comme la France, c'est-à-dire que plus on va vers le blanc et plus on s'approche du pouvoir, puisque c'est comme ça que les hiérarchies des races sociologiques ont été construites. Lorsque un homme racisé est avec une femme blanche, c'est un peu un trophée. C'est-à-dire que voilà, il a accédé à quelque chose qui peut-être lui était qui était en dehors de son arène, et du coup il la bichonne. C'est-à-dire que c'est comme vous savez les images d'hommes avec leur moto là, tu sais, ou leur caisse, ils sont là ils la conduisent jamais, mais carrément. Mais je pense que c'est exactement ça qui objectifie la femme, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, vous trouvez pas que c'est en train de changer un peu? Moi, j'ai l'impression que ça. T'as cité les footballeurs, par exemple. Mais justement, parce que là, si on voit Fanon, peau noire, masque blanc, avec effectivement ça. Là, j'ai l'impression depuis quelques années, avec ce que tu dis, le couple phare, le couple Gaulle, dans la jeune génération, notamment des youtubeurs et même dans la télé-réalité, vous avez vu avec le couple Ali et Alia, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que maintenant le pompon de la réussite, c'est d'avoir suffisamment réussi pour arriver en haut et refuser ses règles. Donc on est dans une étape, on est encore après. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vécu dans les années 80, c'est vraiment loin. Dans les jeunes générations, quelqu'un de 20 ans, ça le travaille moins de cette manière. Et en plus, comme on est dans des sociétés très individualistes et puis très sociétés d'ornithorynques, où c'est de plus en plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences et un retour à l'authenticité, j'ai l'impression qu'on est plus dans la singularité des individus, que ça, c'est en train de se déconstruire tout doucement. Et après, il y a peut-être une influence américaine, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur Instagram, notamment des comptes Black Love, où en fait on promeut les couples noirs, etc. Et c'est vrai que le couple Obama, c'est le couple ultime en termes d'exemple de couple. Et d'ailleurs, on a beaucoup dit que Barack Obama a eu d'une certaine manière l'adhésion de la communauté afro-américaine parce qu'il avait une femme qui était noire et qui était aussi de couleur plus foncée que lui, et que d'une certaine manière, c'était une manière de dire je peux être puissant et être en couple avec une femme noire et finalement faire entrer une famille noire à la Maison Blanche. Et c'est vrai que quand on voit tous les messages qui nous sont envoyés par la société, qui est celui de la réussite finalement, et réussite égale être en couple avec une personne blanche, quand on voit des couples comme ceux-là, ou comme Leila Bekti avec Tahar Rahim, c'est quelque chose de suffisamment rare et qui finalement peut susciter de l'admiration. Ou Lilian Thuram et Karine Guillaume. Du coup, c'est vrai que c'est pas, en tout cas moi à titre personnel, même si je veux dire, j'ai pas de religion dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on peut être en couple avec qui on veut, mais quand je vois les Obama, quand je vois Beyoncé, Jay-Z, quand je vois Tahar Rahim et Leila Bekti ou Lilian Thuram et Karine Guillaume, ça me fait plaisir parce que du coup, je me dis que ça envoie le message aux plus jeunes on peut être puissant, fier de soi et être en couple avec une personne qui nous ressemble. On n'est pas obligé de passer par le couple mélangé. Donc tu comprends parfement aussi l'attente qu'il y a autour de moi, je m'exclus de cette couple. considération. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je veux. Moi, je trouve que ce hashtag, la Black Love, où, tu vois, je peux vraiment voir où est le militantisme. C'est-à-dire que tu vois, comme on en a déjà parlé ici, le fait que les femmes noires et les hommes asiatiques sont les stats les plus bas dans les recherches, dans les sites de rencontres, etc. Parce qu'il n'y a pas de partenaire pour ces personnes-là. Et donc, du coup, le fait de promouvoir, alors je sais pas, promouvoir, c'est pas une campagne, mais le fait d'aller et d'encourager, de mettre en avant ces images de couples, de personnes qui sont bien dans leur peau et bien dans leur communauté, sans avoir à se justifier, de dire non mais ma femme elle est asiate, mais je suis ouvert, hein. Tu vois, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de se justifier, de dire voilà, j'ai fait ce choix-là en toute, c'est mon intimité et ça n'empêche pas que j'ai d'autres engagements qui sont ailleurs.
Je trouve ça beau aussi, Oui, tu vois. parce que c'est une réponse. C'est pas une action, c'est une réaction. Ça répond à quelque chose. Ça répond à des années de clichés. Et des injonctions aussi. Des injonctions. La femme maghrébine dans le cinéma français pendant longtemps, c'était la femme qui était en rébellion. Voilà, un téléfilm comme Aïcha, on a vu une jeune fille maghrébine. Et puis, la réussite de cette femme, c'était de se débarrasser de sa famille et puis finalement trouver un sauveur, un prince qui était blanc et qui allait aller vers la culture, vers toutes ces choses. Donc effectivement, pour réagir à ça, pour répondre à ça, il y a d'autres modèles. C'est pour ça qu'Ali et Alia, comme couple, je l'ai vu avec mes élèves, ils adoraient ce couple parce que c'était le beau garçon maghrébin, la belle fille maghrébine, français d'origine maghrébine, les deux, et qui étaient heureux et épanouis en amour, et qui en plus ne s'étaient pas embrassés devant la caméra, donc un respect de la pudeur et tout ça. Donc ils ont incarné quelque chose, et c'est pas un hasard que ça vienne maintenant. Voilà. Tu parlais de cinéma français, je propose qu'on écoute un autre extrait d'un film qui date de quelques années. C'est Sonia Boudaoui, je m'y fais pas, qui doit épouser Farid Bouchentou. Touf touf. C'est le thé de la famille. Mais c'est du schnapp, ça! C'est impossible, je sors avec une rebeu. On dirait trop, je sors avec ma sœur. Justine, ton jambon, là, ça va contaminer le reste des aliments, je vais pas le voir. Pour quelqu'un qui parle de tolérance tout le temps, tu trouves que t'es tolérant, là? Alors c'est un extrait de Il reste du jambon d'Anne de Petrini qui mettait en couple justement une femme française blanche, qui mettait en scène, pardon, une femme française blanche qui allait être en couple avec un homme d'origine maghrébine qui était incarné par Ramzy Bedia. Et vous avez entendu cette phrase, c'est impossible que je mette avec une... On dirait trop intéressant avec ma sœur. Ça c'est intéressant aussi. Donc c'est quand des personnes, voilà, enfin on l'a entendu. Parce que derrière cette phrase-là, il y a le sexe. Bien entendu. C'est-à-dire que j'ai du mal à désirer ou à me permettre d'être un homme viril avec sa sexualité, avec une fille. Je la respecte trop. Et on a ces contradictions-là, le côté, la sainte d'un côté, la pute de l'autre, où pendant longtemps, on avait des hommes qui allaient se permettre d'être eux-mêmes avec des filles qui n'étaient pas de leur communauté. Et puis après, non, l'autre, elle ressemble trop à ma mère, je te respecte trop. Ça, est-ce que c'est pas la psy qui parle? C'est parce que moi, j'entends pas du tout ça. Ah quand j'entends ça, moi, j'entends vraiment la crainte de l'entre-soi et la crainte du soupçon de communautarisme. Ah oui. Pour moi, j'entends vraiment cet homme, et d'ailleurs les femmes le disent aussi, les femmes asiatiques. Moi, j'ai souvent entendu les femmes asiatiques dire qu'elles seraient jamais en couple avec un homme asiatique. C'était trop leur frère, leur cousin, etc. Enfin, il y a quand même, c'est quand même. Moi, je trouve ça incroyable de considérer que des gens de tout un continent pourraient être des frères et sœurs. Enfin, je sais que c'est une grande famille. Ouais. C'est une grande fraternité, tu vois, mais c'est quand même. On projette beaucoup de choses sur ces personnes-là. Moi, c'est plus ça qui me... Ah oui, moi j'entends la sexualité derrière. Mais effectivement, peut-être des formations professionnelles. Ouais, moi j'entends l'excuse, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est vraiment de l'ordre de... On essaie de trouver une raison... Enfin, je sais pas, il y a le fait d'emblée considérer qu'on rejette tout un groupe ethnique qui est le sien. Et de trouver une excuse comme celle-là, je trouve que c'est une manière de rationaliser quelque chose qui dit beaucoup plus d'une certaine manière, sur la haine de soi, pour moi, parce que tu peux être en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ton origine, mais ne pas avoir pour principe de dire je ne serai jamais en couple avec quelqu'un qui est avec moi. C'est autre chose de dire ça. Et quand tu as érigé en principe l'idée de ne pas être en couple avec quelqu'un de ton groupe, t'as un problème avec toi-même, pour moi. C'est pas normal de dire je ne serai jamais attirée par quelqu'un qui est pas pour mon compte. Si je disais je suis jamais attirée par les noirs parce que ça me rappelle ma famille, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est pour le coup, comme de l'autre côté, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient systématique, comme la fétichisation, moi je n'aime que les femmes noires, ou dire jamais je ne serai avec une noire par principe, c'est-à-dire on s'interdit de faire connaissance avec un individu et on pense tous les connaître comme s'ils sortaient tous du même moule. Alors que clairement, on peut n'avoir rien à voir. Enfin, c'est même pas. Tu as cité le livre de Frantz Fanon tout à l'heure, Peau noire, masque blanc. Et il le dit bien dans ce livre que quand on fait l'objet d'une aliénation qu'on est l'autre, on est très souvent soit fétichisé de manière positive, c'est-à-dire complètement on fascine les autres, ou bien on est dans le rejet total, puisque comme on est l'autre, on développe ces sentiments-là chez les gens. Et que du coup, moi, par exemple, j'ai déjà entendu un homme asiatique dire oui, je ne sortirai jamais avec une femme asiatique. Et je dois dire que personnellement, même si je ne suis pas en love avec ce mec-là,
il y a un truc qui se passe en me disant je suis violent. pas assez bien parce que C'est hyper violent. même Oui, si je sais que c'est pas le cas, je suis pas assez bien pour ce mec-là et souvent d'ailleurs quand je vois un mec que je trouve beau, un mec asiate par exemple que je trouve beau et que je vois qu'il est avec une blanche, je sais que j'ai aucune chance même si la fille elle est moche. Je me dis c'est mort en fait, je vais pas pouvoir je peux pas rivaliser parce que je sais que il est pas accessible, il ne m'est pas accessible. Et c'est pour ça que les couples dont on parlait tout à l'heure, c'est ça leur fonction aussi symbolique, c'est justement de nourrir aussi l'ego des gens qui ont l'impression qu'ils sont rejetés. C'est-à-dire que quand tu vois un couple de 2 personnes asiatiques belles, tu vois, tu te dis oui, nous aussi on mérite. Voilà, c'est en ça que c'est important symboliquement. Après, il faut choisir ou non de jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'un personnage public, comme toi, peut choisir de tu lâches pas l'affaire. peut choisir de préserver non, ça. La vie n'est pas un acte politique. C'est ça. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on prend des forces dans la vie privée. Moi, effectivement, j'ai pas envie de confirmer ou d'affirmer. Alors voilà, je voulais dire. Non, vous voyez, de confirmer ça ou non. Hein. Parce que les qualités, ça sera des qualités fausses. Si on peut parler, par exemple, j'ai dit dans une émission que mon mari était aveugle, non-voyant. Je l'ai dit, j'ai beaucoup hésité parce que je sais ce qu'il y a derrière. J'en ai parlé parce que je voulais absolument parler des chiens guides et que forcément quand on parle de notre expérience, on va avoir plus d'impact. Et voilà, comme je le vivais tout le temps avec le chien guide, c'était vraiment... J'étais obligée de donner cette information en passant. Mais sinon, j'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que dans le couple mixte aussi, qui est le couple valide, non valide, parce que c'est ça, là aussi, on va nous attribuer des qualités qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si je suis, on va dire, je suis avec quelqu'un qui est aveugle, je vais avoir cette réaction de « Mashallah ». Comme si j'étais une Quelle sainte. femme, ouais, la sainte. Alors que je ne suis pas, mais non. Je confirme. Je suis pas quelqu'un de... Non, mais vous voyez, c'est terrible parce que ça réduit l'autre à une bonne action. On dirait que j'ai fait une bonne action pour gagner des bons points pour aller au paradis. Et c'est terrible parce que ça réduit l'autre en ma BA, alors que c'est un individu et qu'il a d'autres... Enfin, que c'est pas... Si on le réduit à sa cécité, ce serait terrible. Donc ça, c'est terrible. Et dans l'autre sens, il y a la suspicion aussi. C'est-à-dire, ah bon ? C'est bizarre, hein. Il l'a jamais vu. Donc on va chercher. Non, elle a dû le rencontrer, il n'était pas aveugle, il a eu un grave accident pendant qu'ils étaient ensemble, elle a dû rester. Parce que sinon, c'est pas possible. Et non, c'est pas possible. Non, il était avant. Ah oui. Et j'ai eu, c'est quelqu'un de ta famille. Mais non, ça veut dire le mariage forcé. Tout est fait pour nier l'amour. C'est-à-dire que l'option amour, qui est la plus simple en plus, qui est la plus simple, évidente, qui devrait être la première. Tiens, vous êtes plus des individus, caractères, des choses comme ça. On balaye tout. Et donc les personnes, celles qui nous écoutent et puis qui ont un couple comme ça avec, je sais pas, le mari en fauteuil roulant ou cécité, on a ça aussi. Il y a ça. C'est terrible. Et limite, ça gomme l'origine. Hein, Ah oui, c'est ça. Après, on ne parle plus que ça. Ouais. Il peut être pakistanais, tout, on va te parler comme ça. Mais il voit vraiment rien du tout. Donc, et lui, il le vit bien en plus. Enfin, il le vit correctement. Donc, c'est assez... c'est fou ce qu'on te prête aussi. Mais après, les gens parlent d'eux-mêmes. Parce que la plupart du temps, c'est pas des questions sur moi. C'est moi, je ne pourrais pas. Moi, à ta place, je ne pourrais pas. À ta place, alors qu'on sait rien sur quelqu'un. Quand on a dit quelqu'un génial ce que tu fais parce que moi, je pourrais pas. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est hyper condescendant. C'est terrible. C'est terrible de dire ça. Surtout pour l'autre, on dirait que c'est une charge. Ouais, c'est ça. Dire, le boulet. Ton sac a l'air lourd. Mais vous vous rendez compte c'est déshumanisant en fait. C'est déshumanisant totalement. C'est terrible. Et on n'en parle pas de ça non plus parce qu'on l'exclut aussi, même du chant. Hein, les histoires d'amour, on exclut ça même dans la représentation, dans les films. C'est pas vraiment représenté. Donc voilà. Et donc du coup, on va terminer sur cette partie-là. Je pense que ce qui est important, c'est aussi ce que suscite le fait d'être en couple, quels que soient les choix qu'on fait par rapport à l'environnement social. Comment ça peut nous transformer en termes de démonstration vis-à-vis de l'extérieur et comment l'extérieur peut observer. On a déjà parlé rapidement, mais peut notamment la belle famille, parce que on n'épouse pas. Si on épouse, en tout cas, on est souvent en couple avec quelqu'un et avec tout le background qui vient avec. Ça, donc même si le gars est hyper woke, tu peux aussi avoir des convenus. Donc je vous propose d'écouter un dernier extrait. Clara m'a dit que ses parents étaient très ouverts. Eh ben ils vont vite se refermer, crois-moi. Clara, ils t'ont envoyé des fleurs. Il est de chez nous. Comment ça de chez nous? Merci, monsieur. Alors il est comment? Papa! Arabe.
Premier jour du ramadan, frangin, t'avais oublié? C'est tes racines, tes origines. Tu connais sa famille? Oui, très bien. Ta mère est adorable. Moi, je me sens pas bien. C'est le monde à l'envers, là. C'est moi qui me suis fait jeter, c'est toi qui fais la gueule. On va Israël. Ismaël. C'est pas grave. Ensuite, ils t'ont pas jeté. Enfin, ils m'ont pas fait de standing ovation non plus, Clara. Ça correspond pas du tout à ce que nous attendions. Ça correspond à Clara, c'est le principal. Non, il peut pas lui correspondre. Maman, elle s'appelle Clara, elle est juive, je l'aime. C'est vraiment sérieux entre vous? Je suis enceinte. Toi, tu as intérêt à me ramener un musulman. C'est quoi cette mezouza, là? Comme on a dit, pas de religion ici. Là, tu vois, tu confonds religion et tradition. Faut t'en veux pas un peu? Non, je fais le ramadan, là. Tu fais le ramadan, toi, c'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Tu vois, t'es une mauvaise langue. Parce qu'il s'est excusé. Bon, vous inquiétez pas, j'ai mes torts, moi aussi. Dans un couple, quand il y a deux religions, il y en a un qui doit céder. Vous êtes d'accord? Hein? Putain, c'est dingue, vous rendez tout à vous. Qui, vous, les juifs, tu veux dire? Où il est écrit qu'une juive ne peut pas aimer un musulman. Mon fils, il s'appellera Abdelkrim comme mon père, un point, c'est tout. D'accord, c'est quoi la prochaine étape? Je porte le voile? Oui, c'est pas qu'une perruque, hein. Le seul vrai problème, c'est pas les parents, c'est toi. T'as peur à toi. Alors, ça pose plein de questions. La question de l'entourage et de la pression sociale qui est exercée par l'environnement immédiat, des attentes, et puis de soi, ce que ça réveille en nous. C'est-à-dire que dans ce film-là, donc c'est le film, Mauvaise foi de Roch Dizem. Donc c'est un homme musulman qui, enfin en tout cas de culture musulmane, qui va se marier avec une femme juive. Et dans le film, on voit combien ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire que ce qui lui importait peu, à savoir ses origines, sa culture religieuse, est renforcé en fait par le couple. Et tout d'un coup, elle se met à prétendre faire le ramadan, il va appeler son fils par un nom arabe alors qu'il s'en foutait. Et voilà, donc c'est une question qui se pose aussi dans le couple. Oui, parce qu'après, des fois, il y a la peur de perdre. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on met fin à une lignée. Vous voyez, si on se dit, bah, tiens, voilà, c'est la fin et je mets fin. Et donc, à ce moment-là, des fois, il y a des réactions où la personne qui n'était pas religieuse du tout se dit, mince, si, ça ne dépend plus que de moi. Alors que quand il se met en couple avec quelqu'un qui est de la même origine, il se repose un peu sur l'autre pour transmettre des choses. Donc, effectivement, il y a des moments, c'est douloureux et compliqué à vivre pour énormément de couples, surtout quand il n'y a pas la communication ou quand il y a des peurs des deux côtés. Et surtout quand c'est pensé, là, on disait, il y en a un qui prend le dessus, quand c'est pensé en termes de lutte de rapport de force, bah là, c'est foutu. Parce que moi, c'est ça me fait penser. J'ai pas vu le film, donc c'est compliqué pour moi de me faire une opinion à partir du teaser. Mais dans ce genre de film où on met deux choses en opposition, on met vraiment l'accent sur les différences et jamais sur les ressemblances. C'est-à-dire qu'entre les cultures, des traditions juives et la tradition musulmane, il y a sûrement plein de choses qui se ressemblent. Mais là, dans ce film, on va mettre en exergue et on va opposer des choses qui sont les plus évidentes, c'est-à-dire voilà, les prénoms, le conflit israélo-palestinien. Tu vois. Alors que, en vrai, dans la vraie vie, quand ces gens se rencontrent, ils vont pas compter ce qui ne va pas entre eux. Ils vont d'abord voir les atomes crochus. Alors, évidemment, je dis pas que ça n'existe pas, c'est des réalités, hein. Mais, c'est vraiment un cas d'école, quoi, tu vois. Et puis le chez nous, il est de chez nous, il y a ce truc-là. Mais ce qui est marrant avec le chez nous, c'est que plus on creuse, plus ça peut être précis. Parce que moi, ma mère, si on dit il est de chez nous, on va dire tiens, chez nous. De Poitiers. Alors, non. Alors, moi, je suis d'origine marocaine, mais mes parents, ils sont berbères, du sud du Maroc. Et donc, ma mère, c'est berbère. Donc, si on dit. Ça va être vraiment, il faut chercher un berbère. Il va dire déjà si c'est quelqu'un qui a un arabe ou un algérien, parce que on parle des maghrébins, mais des fois il y a des familles où c'est non marocain. Si c'est un algérien, c'est un tunisien, on va dire ah non les tunisiens on s'entend pas, ou les algériens on s'entend pas. Après ça devient des choses très très précises, même vu de l'extérieur, on va dire ah regardez c'est du communautarisme, ils sont entre arabes et vous ne savez pas ils ont dû lutter. La personne elle a lutté pour être avec son frère, un marocain de Fès, alors qu'eux ils sont de Oujda et que Oujda c'est presque l'Algérie. Donc même dans ça, quand on commence à creuser, ça devient après c'est ubuesque. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est comment tu peux être bien dans ton couple et tout d'un coup, l'intervention des parents, en fait, fait tout partir en sucette. Bon, c'est pas forcément lié d'ailleurs à des questions raciales, mais tout d'un coup, tu te retrouves confronté, en fait, à des préjugés que n'a pas la personne avec qui t'es et qui ont plein d'implications. Parce que si le couple a vocation à fonder une famille, tout d'un coup, tu te dis, est-ce que tu as envie que tes enfants aient des grands-parents comme ça, quoi. Et du coup, voilà, toutes ces questions-là, elles sont... De toute façon, les questions, elles viennent quand il y a l'enfant, quand il y a la question du prénom. Mais sachant que, comme disait très bien... oui, quand on commence à... Mais vraiment, parce que là, quand il y a ça, ou le mariage, le type de mariage... Mais comme disait Grace, très souvent, les personnes, pour transcender ça, cherchent des choses en commun. Regardez le succès des prénoms bibliques ou du livre des trois traditions. On a plein de Isaac, Ismaël, Adam, parce que des fois, les gens trouvent un compromis comme
comme ça, de cette manière. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bricoler, de trouver quelque chose pour avoir plein d'ornithorynques tout autour. Mais c'est pas simple. C'est pas aussi simple que le métissage. Voilà, c'est facile. On a tout. Le questionnement, c'est la remise en question de soi-même et de ses propres déterminismes. Pas forcément pour les dépasser, mais pour en avoir conscience. C'est peut-être ça la solution. En connaissance. Ouais, moi, je pense que pour terminer, on peut dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais être libre dans un monde où on est prisonnier, c'est compliqué. Ouais. Mais il faut être le plus possible se poser ces questions-là. Enfin, moi, en tout cas, je me pose ces questions qu'on s'est posées aujourd'hui en se disant, voilà, pourquoi est-ce que je suis attirée ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient, ou est-ce que c'est quelque chose auquel je veux coller à l'extérieur, le regard des autres, etc. Et si on continue à se poser ces questions-là de manière honnête, en se disant les choses, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Et puis écrire sur le sujet, parce que moi, ce que je trouve très, très triste, c'est qu'au 19e siècle, on avait, avec Le Rouge et le Noir ou Belle Amie, des moments où la question sociale, on voyait comment elle infusait, elle était dans les relations de couple. On en parlait vraiment et c'était très intéressant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut faire comme si tout était cloisonné et il y a quelque chose de tabou, alors que, bien entendu, ces questions s'invitent, même malgré nous, dans le couple. Mais c'est pas parce qu'elles s'invitent qu'on est... qu'elle nous braque non plus. On peut aussi se dire oui, moi je ne suis pas libre, sans doute dans mes choix, mais j'ai conscience des ficelles qui me tirent. J'en accepte certaines et puis d'autres non. On peut faire tout un épisode sur la vie de couple sans savoir avec qui Rokhaya Diallo est. C'est possible. C'est possible. J'ai tenu ma ligne tout le long de l'émission qui arrive à sa fin. Merci pour votre discrétion. Donc on arrive à la fin de ce numéro de Kif Taras, consacré à la liberté de chacun et de chacune d'être en couple avec qui bon lui semble. Donc c'est le sujet favori de pas mal de nos concitoyens, de nos concitoyennes, l'amour et le couple. Merci beaucoup à Fatima Aïd Bounoua d'avoir animé cette discussion avec nous et de ne pas s'être confiée non plus, parce que je veux pas... Merci à Grace d'en avoir fait de moi, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à avoir été culpabilisée, alors qu'en vérité, on n'en sait pas plus sur vous. Non, mais juste avant, on a googlé Rokhaya Diallo et il y avait marqué plein de trucs, mari, conjoint. Elle se marie tous les ans depuis 8 ans. Depuis 8 ans, c'est le même article qui a réactualisé. Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des expériences de couple similaires ou différentes, si vous pensez que l'amour n'a pas de couleur ou qu'au contraire, il faut cultiver l'entre-soi amoureux, on est ouverte et prête à tout entendre, sauf vos questions sur notre intimité. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les différents réseaux en suivant @kiftaras sur Twitter ou sur Facebook ou avec le #kiftaras. Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Fatima. Salut Fatima.